Donc, merci d'être venu sur le Salon de l'Immobilier. On va faire cette conférence qui a été organisée par la FPI Occitanie-Méditerranée et Cédric Lebeau, Thierry Yacavio aussi, que j'avais vu pour préparer ça. Voilà, merci. On va se pencher sur aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le BRS, puisqu'on en parle beaucoup depuis mars dernier, déjà au Salon et maintenant ici de plus en plus. Donc, les interlocuteurs qui sont ici vont vous expliquer qu'est-ce que le BRS pour les professionnels comme pour le particulier, parce que beaucoup de questions se posent sur ça. On va commencer donc tout de suite cette conférence sur le BRS et je vais vous donner la parole, monsieur Mahamanso. Vous êtes directeur de l'organisme foncier solidaire de la métropole de Montpellier et vous allez nous dire qu'est-ce que l'OFS et quelle est sa mission en premier pour qu'on comprenne bien ce que vous faites et vos missions. Écoutez, donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à l'occasion de ce salon. Merci donc à la FPI de nous avoir conviés. Merci donc à nos partenaires. Donc, un OFS, peut-être commencer par dire ce que c'est de manière générale. C'est un organisme de foncier solidaire. Donc, ce sont des organismes qui sont les seuls aujourd'hui habilités à mettre sur le marché des BRS, des baux réels solidaires, qui nous permettent de dissocier le foncier du bâti et donc de parvenir à créer une offre de logements abordables à la propriété de manière pérenne sur nos territoires. En ce qui concerne notre OFS, donc à Montpellier, c'est un OFS territorial. On a deux catégories d'OFS principalement, des OFS dits intégrés donc, chez les bailleurs sociaux, on en a d'ailleurs dans la salle, il me semble, et des OFS donc, à rattachement territorial. Donc, notre OFS a pour collectivité de rattachement la métropole de Montpellier, qui est l'autorité organisatrice en matière d'habitat sur nos territoires. Et on a un organisme qui a la particularité d'associer à la fois la métropole, les communes membres prises chacune individuellement dès lors qu'elles ont un intérêt pour BRS ou des projets sur leur territoire, la CERM, que je salue, et donc également depuis l'entame de ce projet, FDI Habitat, qu'on salue également, je crois qu'ils sont là, et donc la ACM, CDC Habitat et SFHE Groupe Arcade. Voilà aujourd'hui la composition de notre OFS. Il est dirigé par Mme Claudine Vassas-Mégeri, maire de Castries, vice-présidente de la métropole en charge de l'habitat, qui est assistée d'un conseil d'administration, au sein duquel siège Cédric Graille, directeur général d'Altemed, Mathieu Massot et d'autres acteurs du territoire. Donc voilà un peu pour vous parler de notre OFS, qui est aujourd'hui sous forme associative, qui a vocation à être transformée très rapidement en société coopérative d'intérêt collectif. C'est une évolution qui a été voulue par nos élus et qui interviendra très rapidement. Et donc cet OFS qui a été lancé en 2022, qui a été agréé dans la foulée, aujourd'hui a pour ambition de porter la feuille de route de la métropole en matière d'accession abordable, pérenne à la propriété, non spéculative. C'est quelque chose qui est assumé, j'ai envie de dire, par nos élus. On a une feuille de route de 4000 logements à engager sur les 10 prochaines années. Ce qui nous fait en moyenne un engagement à hauteur de 400 logements par an. Donc voilà pour la feuille de route de notre OFS, qui aujourd'hui effectivement se positionne comme l'acteur de référence du BRS sur le territoire, mais qui a l'ambition de développer ses projets à travers les opérateurs que sont les bailleurs sociaux, d'une part, et les promoteurs, en ce qui concerne les opérations qui leur sont confiées ou en ZAC ou en diffus à leur propre initiative. On a aujourd'hui 6 opérations déjà engagées sur le territoire, Camille, dont la majorité en ZAC, sur les ZAC de notre aménageur public, et donc une série d'opérations également à lancer très prochainement en diffus et même en acquisition-amélioration, puisque le BRS aujourd'hui a vocation non seulement à s'appliquer à une offre en production neuve, mais également en réhabilitation. Donc à l'heure effectivement de la sobriété foncière du ZAN, on est plutôt vertueux sur le sujet à Montpellier, et on vient de préempter un immeuble au cœur de Montpellier, aux Arceaux, qui aura vocation à être transformé prochainement en logement en BRS, par exemple. Donc voilà aujourd'hui ce sur quoi on s'engage sur le territoire. On a de grandes ambitions, je crois que c'est quelque chose qu'on partage d'ailleurs autour de cette table. On a effectivement une situation qu'on connaît qui est difficile, mais qui nécessite aujourd'hui qu'on trouve ensemble les moyens de parvenir à aller au-delà des obstacles qui se présentent à nous. Et je crois qu'on y arrivera. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est quelque chose qui, dans tous les cas, est un besoin pour ce territoire. C'est une volonté politique très forte.
Et on a donc encore récemment une étude d'adéquation que vous connaissez les uns et les autres, qui effectivement conclut à la solvabilité de nos ménages sur cette offre en BRS et qui conclut à un besoin sur le territoire. Donc, ce qui veut dire effectivement qu'on a d'un côté donc, une profession qui veut réaliser une offre en BRS, des collectivités qui le souhaitent également, une population qui en a besoin. Donc, je crois que c'est quelque chose qui nous engage et qu'on a donc tous intérêt à développer comme on l'a imaginé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions donc, sur l'OFS, sur vos fonctionnements. On va maintenant se poser une question avec Camille Lemarchand. Vous êtes directrice juridique achat et assurance. Et on va vous poser la question de comment s'intègre le dispositif de BRS dans les opérations ZAC d'Altemed et quel est l'intérêt du dispositif pour les aménageurs. Alors, je vais commencer par la fin. Quel est l'intérêt pour l'aménageur, mais surtout quel est l'intérêt pour la population et pour la métropole de Montpellier surtout. Je vais reprendre ce que disait Mahaman qui parlait de besoins et de nécessités pour ces BRS. Ce BRS s'intègre finalement très facilement et très bien dans le parcours résidentiel qui est cher à l'aménageur public qui est Altemed. Ce parcours résidentiel, comme vous le savez tous, c'est l'évolution au fur et à mesure, les besoins des ménages et des personnes d'évoluer sur des logements de plus en plus grands ou en tout cas qui correspondent le mieux à leurs besoins. Le BRS s'intègre parfaitement dans ce besoin et il est important et il a été décidé aussi pour ça de le pousser et au final de remplacer au fur et à mesure l'abordable que nous avions dans les lots de l'aménageur par ce BRS. Alors comment ça fonctionne pour un aménageur? En fait, la plupart du temps, nous faisons des appels à projets pour choisir des promoteurs et dans ces appels à projets, nous mettons des fiches de lot et dans ces fiches de lot, nous mettons une programmation. Et dans cette programmation, il est prévu une différenciation entre parfois l'activité, mais vous vous en fichez pour ce sujet, l'activité, le logement. Et dans le logement, par exemple, lorsqu'il y a un certain nombre de logements, il y a à peu près 44% d'abordables et donc demain de BRS pour l'accession abordable aussi dans nos lots. On est à peu près sur ces proportions. Donc à chaque fois qu'on sort finalement un terrain qu'on va vendre, dans cette fiche de lot, il y a cette répartition et ce BRS qui est qui est imposé finalement au promoteur qui va faire l'immeuble. Ensuite, sur ce BRS, le promoteur va le répartir en fonction de ce qui sera discuté et fait avec les OFS métropolitains, si c'est l'OFS métropolitain qui s'occupe in fine de ces BRS. Ce que je peux vous dire, dans ce que vous disiez Mahaman, on fait un certain nombre de BRS. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'année 2023, c'est environ 116 lots de BRS qui sont mis sur le marché, avec une opération comme NeoCity dont Floris Coq vous parlera tout à l'heure, une opération sur la cité créative, une opération sur Eureka, enfin on a un certain nombre d'opérations. Sur les ZAC de la CERM SA3M, mais je vais aussi me permettre de parler d'ACM puisque j'ai la casquette Altemed. Au total, sur 2024, il en est prévu environ 250. Je vous fais grâce des 262, mais on va dire environ 250, et environ 280 pour 2025. Donc, au vu des chiffres que vous annoncez tout à l'heure, Mahaman, vous voyez que plus de la moitié des lots en BRS sont produits. On est aux 2 tiers, c'est ça? À peu près 2 tiers des lots de BRS sont produits dans les ZAC de la CERM, SA3M, et sur les différents lots aussi du bailleur social. Donc sur ces éléments-là, voilà, excusez-moi, je me perds moi-même. L'avantage de ce dispositif, c'est que c'est un dispositif, comme l'a abordé aussi Mahaman, l'avantage pour l'aménageur et dans le parcours résidentiel qui lui est cher, c'est que le BRS, c'est la pérennité en fait, c'est la pérennité de cette partie du parcours résidentiel. Dans le parcours résidentiel, jusqu'à présent, il y avait effectivement l'abordable, qui était un très beau dispositif, mais qui disparaissait au fur et à mesure de la vie de l'abordable, puisqu'il était prévu qu'au bout d'un certain nombre d'années, celui-ci soit réinjecté dans le marché. Demain, le BRS
permettra de pérenniser et fera en sorte, dans un marché où aujourd'hui on ne peut plus se permettre de construire, comme disait Mahaman sur Lausanne, etc., ça permettra que ça ne disparaisse pas au fur et à mesure et qu'on ait quelque chose qui reste à cette place, à cet endroit, dans le parcours résidentiel de vie des ménages. Alors je vais vous faire grâce, malgré mon titre de directrice juridique, de la gymnastique juridique, parce qu'en fait je vais déléguer cette lourde mission pour un samedi matin 10h30 à une personne au notaire, aux notaires qui ont permis qu'au demain, l'OFS, les BRS sortent dans les meilleures conditions, avec le plus de fluidité, le plus de sécurisation. Sans les notaires avec qui nous avons travaillé étroitement pour tout au long de la vie de la création de l'OFS, de la passation des actes, etc. Je vais les remercier pour leur travail et passer la main sur une sublime transition à Fanny Lecoq. Merci beaucoup. Transition, effectivement. Merci. En effet, on va passer la parole à Fanny Lecoq, notaire chez LexNort. Fanny, du coup, quelles sont les spécificités juridiques du montage BRS et du contrat de vente? Bon, en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, effectivement, j'ai pour consigne d'essayer de vulgariser le montage, donc avec une double contrainte, celle de vulgariser le montage, et une contrainte de temps. Je vais m'axer sur le schéma qu'on retrouvera le plus fréquemment, parce qu'il y a une multitude quand même de possibilités en termes de montage juridique. Je vais m'axer également sur ce qui nous intéresse principalement, ce sont des montages dans le cadre de projets d'habitation, parce que le BRS aujourd'hui, on peut aussi le retrouver pour des locaux d'activité. Donc je vais m'axer, sinon je risquerais de rester avec vous toute la journée. Effectivement, partons du principe qu'on a un terrain qui est maîtrisé par l'aménageur, Madame Le Marchand. L'OFS intervient dans le cadre d'un acte qu'on appelle un acte de substitution partielle. Je passe un peu plus rapidement sur ces aspects-là. Et donc, on arrive à une quote-part du terrain qui est maîtrisée par l'OFS. Donc, l'OFS acquiert le terrain. Et l'objectif, là, c'est d'arriver à transférer la propriété au ménage. Donc l'OFS, en l'occurrence l'OFS métropolitain, là aussi, je vais axer mon propos sur l'OFS métropolitain. L'OFS métropolitain maîtrise une quote-part du terrain et va aller chercher un constructeur, un opérateur pour réaliser le projet. Alors juridiquement, ça se traduit comment? C'est un BRS opérateur. Dans ce BRS opérateur, on retrouve quel type de clauses? Il s'agit de toutes les clauses qui vont régir la construction, les délais de construction, tout ce que vous pouvez trouver de manière relativement proche d'un contrat de VFA, de vente en état futur d'achèvement, vont se retrouver dans le BRS opérateur, avec des éléments financiers évidemment, mais je crois que le but c'est pas trop que je le développe ici, les notions de droit d'appui. Et ensuite, ce BRS opérateur va être au fur et à mesure vidé de sa substance, puisque les droits vont être transférés au ménage. Donc comment? Par un nouveau contrat qui est là. Alors la terminologie n'est peut-être pas très jolie, mais il s'agit d'un BRS ménage ou BRS utilisateur qui, au fur et à mesure de la signature de ces nouveaux actes, vont transférer des droits au ménage. C'est une cession de droits réels. Et quand on arrivera au dernier acte, lorsque le ménage aura signé le dernier contrat, le premier acte, le BRS opérateur, va se trouver éteint, totalement vidé de sa substance. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ce n'est pas évident, mais voilà, on peut dire que ça s'articule principalement, si j'essaye vraiment de schématiser, en 3 actes. Une maîtrise du terrain par l'OFS, ensuite l'opérateur, donc ce BRS opérateur, encore une fois, qui régit tout ce qui est relatif à la construction, et ensuite ce BRS opérateur qui s'éteint progressivement, qu'on transfère les droits au ménage. Et donc, dans ce dernier acte, on trouve, comme je vous l'ai dit, non seulement des clauses qui sont celles proches de la VFA, mais évidemment toutes les clauses qui vont régir un bail. Donc, la redevance, je ne sais pas si, je ne crois pas que nous en avons parlé, elle est de 1,30 € par mètre carré et peu importe le secteur concerné. Et on trouve également la durée du BRS ménage, donc 99 ans. Et toutes les clauses que vous pouvez imaginer retrouver dans un bail relativement classique, les modalités d'extinction, notamment en cas de défaut de paiement,
encore une fois, l'ensemble des clauses d'un bail relativement classique. Alors, voilà pour le schéma, pour le montage. Ensuite, quels sont les critères d'éligibilité des ménages? Évidemment, le principal critère, c'est un critère de ressources, avec des plafonds de ressources qui sont fixés annuellement, et sachant que le plafond maximum étant celui du PSLA. Voilà. Après, l'OFS peut effectivement décider de plafonds qui seraient en deçà, mais voilà, le maximum, ce sont des plafonds du PSLA. On a 7 critères qui ont été fixés par la métropole, qui sont des critères d'attribution prioritaire. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir justement l'article qui était paru dans Écosystème, qui reprend ces critères. Donc, si vous voulez, je vais vous les citer à nouveau. Il s'agit encore une fois de critères d'attribution prioritaire. Donc, habiter ou travailler sur le territoire, être issu du parc locatif social, exercer un métier dit essentiel, être en train de constituer une famille, ne pas détenir d'autres biens immobiliers et enfin être une personne en situation de handicap le cas échéant et faire face à une rupture conjugale entraînant un besoin de rachat en logement abordable. Donc là, voilà, il s'agit du parti pris de l'OFS métropolitain, bon, assez proche des autres OFS, de critères d'éligibilité prioritaire. Ensuite, il y a un élément fondamental, c'est que l'OFS va délivrer un agrément pour ces ménages. Voilà, partons du principe qu'effectivement les ménages répondent aux conditions de ressources, mais leur dossier est étudié en commission. Alors là, ça me permet de faire le lien avec le contrat de réservation, si vous le permettez. La première étape, c'est que le ménage intéressé par le dispositif va signer un avant-contrat. Quelle est la nature de cet avant-contrat au cas particulier? Donc c'est un contrat de réservation, là aussi assez proche de celui qu'on peut signer lorsqu'on achète sur plan, avec évidemment les clauses spécifiques au BRS. Et une des conditions suspensives de ce contrat de réservation, c'est l'obtention de l'agrément. À défaut d'agrément, cet avant-contrat serait caduc. Donc les délais sont les suivants. Dès lors que le réservant et réservataire ont signé le contrat de réservation, le réservant doit en informer à 30 jours pour le faire l'OFS. Et l'OFS s'engage à donner son retour sur l'agrément ou le défaut d'agrément dans un délai de 2 mois, si je ne me trompe pas, Maman, c'est bien ça. Et il y a évidemment un dossier à fournir, des pièces à collecter. Alors, si ça vous intéresse, je peux, cas échéant, vous les citer pour vous donner un ordre d'idée sur des éléments très pratiques. Donc, le contrat de réservation qui a été signé par le ménage, le livret de famille du réservataire, l'avis d'imposition de l'année N-1 sur les revenus N-2, la copie des 3 derniers bulletins de salaire, l'engagement du réservataire d'affecter, ça c'est essentiel, le bien à usage de résidence principale, ça fait quand même partie d'un des critères fondamentaux du BRS, un accord de principe de financement, le cas échéant, mais bon, on part quand même du principe qu'effectivement il y a recours à l'emprunt. Et comme je vous le disais, donc un engagement qui a été pris par l'OFS métropolitain de donner une réponse sur cet agrément le plus rapidement possible, de manière effectivement à ce que tout ça soit très fluide. Donc voilà, s'agissant des conditions d'éligibilité. Pour revenir au contrat de réservation, je vous le disais, il y a quand même des dispositions communes qu'on retrouve dans celle de la VEFA. On va évidemment trouver la désignation du bien. Donc, le ménage va se mettre d'accord sur un lot de copropriété avec un stationnement, sachant que ces plans auront été fournis au préalable à l'OFS de manière à ce que l'OFS puisse quand même vérifier que ça lui convient en termes d'orientation, par exemple, du logement, la typologie, la situation au sein de l'ensemble immobilier. Voilà, tout ça, l'OFS est quand même très regardant. Une fois que ça c'est validé entre l'OFS et l'opérateur, effectivement, lorsque le ménage signe son contrat de réservation, il le signe avec en annexe des plans et une notice descriptive. Ensuite, figurent dans le contrat de réservation les conditions financières avec un prix. Petite particularité, c'est que là, on est sur une TVA à taux réduite, donc une TVA à 5,5. C'est un des avantages du dispositif. Et des prix plafonnés en fonction de la zone géographique. Et ensuite, vous allez retrouver l'échelonnement, encore une fois, comme on peut retrouver dans un contrat de VEFA. De quelle manière, selon quel échéancier, le ménage va payer son prix de vente.
Ensuite, des conditions suspensives usuelles, hein, je vous en fais grâce. L'agrément, la condition d'emprunt, un dépôt de garantie qui sera versé par le ménage, les clauses relatives au délai de livraison et aux conditions, éventuellement aux causes légitimes de suspension de délai. Encore une fois, là, rien de très spécifique au BRS. Les garanties dont le ménage va bénéficier, parce que dès lors qu'on est dans le neuf, évidemment, le ménage bénéficie du même type de garantie. La durée du bail, ici 99 ans. Et pour compléter les conditions financières, la redevance dont je parlais tout à l'heure. Alors voilà, je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive des clauses du contrat de réservation et je crois que j'ai déjà utilisé le temps qui m'était imparti. Voilà, pour essayer d'être la plus synthétique possible, c'est pas évident, mais voilà, j'espère que ça paraît suffisamment clair. Et donc ensuite, on a un premier retour d'expérience qui est celui de Floris Cook sur la ZAC Roquefraisse. Non, c'est pas toi en dernier, pardon. Pardon pour la transition. Donc, on passe au financement. Ah oui, tout le monde ne peut pas la réussir comme toi. On passe au financement, c'est ça? Oui, oui. Très bien, je vous passe la main. Oui, on peut changer. Non, on va passer d'abord au financement. Non, alors, avant Floris, du coup, voilà, on va passer la parole à Valérie Mur, qui est responsable Antenne Habitat, conseiller Montpellier. Et justement, elle va nous expliquer sur quelles sont ses spécificités au financement du BRS. Merci. Alors, avant tout, je voulais vous remercier, avec TPI, d'être là. Je suis ravie de porter le sujet du BRS au nom du Crédit Agricole. Hein, c'est un enjeu fort. Il répond à l'engagement du Crédit Agricole, à son engagement sociétal, à notre désir, bien sûr, d'accompagner nos clients. Et puis, c'est un projet novateur. On en a échangé avec beaucoup d'intervenants autour de cette table et structurant pour notre territoire. Alors, pour répondre à votre question, les spécificités et les caractéristiques du financement du BRS, la première spécificité, et on va le comprendre suite aux interventions de mes prédécesseurs, c'est le parcours client. On l'a vu, il y a plusieurs intervenants, un opérateur, un bailleur social, un promoteur, une signature de contrat de pré-réservation, ce qu'on se disait. Il va falloir valider le plan de financement, puis il y a pris une décision d'agrément de l'OFS, puis une édition des offres. Donc un parcours client atypique qu'il convient d'accompagner. Donc la première spécificité, c'est de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à votre accompagnement, vous clients. Comment on a fait? On a dédié une équipe de 16 instructeurs spécialisés dans le traitement de ces dossiers-là et surtout on a créé des liens avec l'ensemble des acteurs, alors ceux qui sont là mais d'autres bien sûr, pour ne pas perdre de temps. On est dans un contexte de taux en hausse et pour garantir à nos clients la réalisation de leur projet de vie, une acquisition d'un bien, c'est un projet de vie, on essaye de structurer et de suivre avec des outils dédiés. Donc la première spécificité, c'est celle-ci. La deuxième, c'est la garantie. On l'a vu, il y a une nature juridique très particulière. Le BRS, enfin le Crédit Agricole du Languedoc, pardon, a fait le choix de retenir le cautionnement. On fait appel à une société de cautionnement qui s'appelle CAMCA. Et donc, si un jour un emprunteur ne peut plus rembourser son emprunt, c'est la société de cautionnement qui va rembourser le prêt. Donc, deuxième spécificité, donc la garantie. Troisième spécificité, ça va être les dispositifs facilitateurs qui vont permettre la réalisation du financement de ces BRS. Lorsque le client acquéreur respecte les conditions de plafond de ressources pour le BRS, il respecte aussi celles du prêt à taux zéro, voire même du prêt action logement. Alors il y a d'autres conditions d'éligibilité pour ces deux prêts aidés, mais malgré tout, ça facilite beaucoup de dossiers. Aujourd'hui, sur les dossiers que nous avons reçus, on en a étudié beaucoup. Je rebondis, on était à peu près sur les mêmes chiffres que ceux que vous disiez. 2/3 sont accompagnés de prêt à taux zéro, donc on voit que c'est construit en ce sens. Et sur le tiers restant, ce sont des gens qui ont été propriétaires dans les 2 années précédentes. Et c'est souvent le cas dont on parlait, une famille monoparentale, un couple qui s'est séparé, qui ne pourrait pas acheter un bien plus cher en libre traditionnel, mais qui dispose d'apports et qui va, grâce à cet apport, pouvoir acheter son BRS. Donc voilà sur les spécificités pures. Après, les critères d'octroi, l'analyse du dossier, mis à part la redevance dont on a parlé, d'1,30 € par mètre carré, qui va être particulière et propre au BRS, on va avoir les mêmes critères d'octroi que pour un prêt
immobiliers traditionnels. Alors, on est contraint par le HCSF, alors le Haut Conseil à la stabilité financière. C'est un nom un peu barbare, mais qui nous demande deux choses assez simples à comprendre. La première, c'est que le taux d'endettement de nos ménages acquéreurs de BRS soit inférieur à 35%. Et la seconde, c'est que la durée d'emprunt soit inférieure à 300 mois plus les 2 mois d'anticipation. Donc voilà, donc on voit que le parcours peut paraître compliqué, mais on a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, on est en ordre de marche pour accompagner tous les clients BRS. Et n'hésitez pas, bien sûr, on est à votre disposition tous pour répondre à des questions plus précises. Merci, merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va passer la parole à Floris. On est sûr. Floris, qui est président de NeoCity Promotion et qui, lui, va nous expliquer donc, un cas concret sur une résidence à Saint-Jean-de-Védas. Donc, Floris, on te donne la parole pour nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon. Donc, tout d'abord, c'est vrai que nous, lorsque nous avons été attributaires du lot 21 sur la ZAC Roquefray, c'est que la fiche de lot de la SERM nous imposait, entre guillemets, 25 logements BRS sur les 50 logements que nous pouvions réaliser. Mais nous, en tant qu'opérateurs, c'est vrai que le BRS, ça faisait quelques temps qu'on entendait parler, mais il a fallu appréhender tout le schéma contractuel, juridique et essayer le mieux possible de communiquer et de, entre guillemets, je vais oser dire, vulgariser tout ce schéma juridique un peu complexe pour pouvoir répondre à la demande de nos futurs clients acquéreurs du BRS. C'est vrai que ce qui fait peur dans un premier temps sur le BRS, c'est qu'aujourd'hui, on reste en France. En France, on est très attaché à la propriété. Et il a fallu expliquer à nos clients qu'ils allaient devenir propriétaires, mais du bâti et non du foncier. Et donc ça a été le premier sujet. Mais lorsqu'on a lancé au salon immobilier de mars cette commercialisation de notre résidence Rocabella à Saint-Jean-de-Védas, on a eu quand même beaucoup d'interrogations de la part d'acquéreurs potentiels. Le BRS n'était pas encore très connu du grand public. On voit que quelques mois après, aujourd'hui, beaucoup d'acquéreurs se sont renseignés par eux-mêmes et que le BRS devient de plus en plus connu de nos acquéreurs et donc cela devient de plus en plus simple, entre guillemets, pour nous de vendre ces logements en BRS. Donc c'est vrai que on avait un peu peur de cela. Malgré tout, on a quand même connu une bonne commercialisation sur cette opération. Voilà, les clients sont réellement intéressés. Le schéma de réservation se fait assez simplement. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs qui sont autour de la table. On est aujourd'hui les clients sont assez bien accompagnés par les banques. Alors, je passe quand même un mot à Mahaman, c'est qu'il faudrait ouvrir à plus d'établissements bancaires, voilà, même si le Crédit Agricole nous accompagne beaucoup. Accompagne surtout nos clients, voilà. Donc, ce qui est une bonne chose. Voilà à peu près le retour d'expérience. Mais aujourd'hui, à mon sens, le BRS reste une solution d'acquisition et d'accession à la propriété qui est vraiment essentielle pour le plus grand nombre, si je puis dire, et qui permet à des ménages qui ne peuvent pas accéder à la propriété dans le parc immobilier libre, notamment sur des zones tendues comme Montpellier, où on a des prix au mètre carré qui sont assez élevés sur la partie libre, leur permettent de devenir propriétaires et surtout leur permettent d'épargner en se logeant. Je crois que c'est la grande force du BRS. C'est sur des ménages qui étaient soit dans le parc locatif social, soit dans le parc locatif traditionnel, mais qui ne peuvent pas accéder à la propriété de par leur revenu ou de par leur situation. Mais là, peuvent épargner en se logeant. Donc je pense que c'est la grande force du dispositif Bail Réel Solidaire. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, effectivement, juste pour compléter ton propos, Floris, effectivement, on sait qu'on a cette problématique du financement des ménages. Que le Crédit Agricole, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas forcément en situation de financer tous les ménages susceptibles d'acquérir un BRS sur le territoire. Donc, on a des démarches en cours avec un certain nombre de banques de la place que je ne citerai pas aujourd'hui, et on prévoit de rencontrer très prochainement la place bancaire. Donc, le Crédit Agricole sera convié et on aura autour de la table 4 à 5 établissements justement, auxquels on présentera le dispositif et qu'on sensibilisera pour les conduire à aussi s'engager sur le financement du BRS. Donc c'est en cours.
C'est parfait. Merci Floris, merci Mahaman. Et maintenant, pour conclure, on va donner la parole à Cédric Lebeau, qui est vice-président de la Fédération Occitanie-Méditerranée. Et vous allez nous expliquer en quoi la Fédération des promoteurs immobiliers est partenaire de l'OFS et pourquoi est-ce si important pour l'AFPI. Bonjour à tous. Merci à tous les intervenants pour ces explications assez claires. Alors l'intérêt de la fédération pour le dispositif du BRS, déjà, c'est, comme l'a dit Floris, c'est une réponse à un besoin d'une partie de la population que nous n'arrivions plus à toucher en tant que promoteur. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation des prix ces dernières années qui a exclu une partie de la population de nos résidences, de ces produits neufs. Et ce dispositif permet de retrouver des clients, de retrouver de l'accession et effectivement d'avoir un système de capitalisation qui permet le passage de la location à l'acquisition. Alors ces mouvements de parcours résidentiel qu'on a décrits sont très importants aujourd'hui car ça permet justement de la mobilité dans les parcours. Nous souffrons aujourd'hui d'une période avec assez d'immobilisme. C'est pour ça que côté fédération, nous passons des messages en incitant nos acquéreurs à venir au salon, à se renseigner, car il y a des programmes, il y a des opérations, il y a des opportunités à saisir, et que ce sont ces mouvements d'acquisition qui permettent un petit peu de mobilité, qui vont permettre de libérer des logements en location et qui vont permettre de décoincer un peu cette situation. Donc on a vraiment un intérêt du produit et du parcours résidentiel. Ça nous permet aussi, en tant que promoteur, d'équilibrer aussi les proportions dans les résidences. Grâce au dispositif BRS, on augmente la part de propriétaires occupants. On a pu avoir certaines copropriétés avec un petit peu de déséquilibre. Aujourd'hui, notre cible client, c'est plus la résidence principale. C'est ce que nous souhaitons faire, c'est ce que nous demande l'aménageur. Et à travers la part des clients en BRS, on a une nette augmentation de la part de propriétaires occupants dans les résidences. Après, le point que je voulais vraiment saluer côté fédération, c'est la démarche, le mode de travail. Le BRS est pour nous, en tout cas, un dispositif assez nouveau. Comme vous l'avez compris, il faut vraiment l'expérimenter, s'y confronter pour le maîtriser totalement. C'est pour ça que vous avez de bons conseils autour de cette table. Mais ce que je voulais saluer, c'est la position de l'OFS et de la métropole dans la réalisation de ce BRS qui évolue. On y travaille pas quotidiennement, mais presque. On a un produit qui est en cours d'évolution. Vous avez parlé de l'évolution des partenaires bancaires, mais on a aussi une évolution commerciale. On a des critères prioritaires de sélection, mais ces critères qui sont confrontés aujourd'hui à la réalité sociétale et économique d'un marché, ces critères ne sont pas figés. On arrive à se mettre autour de la table avec l'OFS, à discuter. Et la fédération, qui est vraiment partenaire de l'OFS, vous remercie pour cette démarche et pour ce mode de travail, car on a souvent souffert d'élaboration plutôt d'un mode de travail unilatéral. Et là, on est autour de la table, on travaille tous ensemble et on arrive à trouver des solutions. Et je pense que c'est ce type de travail collaboratif, en mettant la somme des contraintes des uns et des autres autour de la table, qui va faire qu'on arrivera à trouver des solutions, à la crise que nous rencontrons. Et j'espère que ce travail que nous faisons sur le BRS, on arrivera également à le faire sur le logement libre pour arriver à sortir des belles opérations et que le marché immobilier soit un petit peu plus fluide. Voilà, je vous remercie. Merci pour tout, merci à tous. Alors on va passer peut-être à des questions, si quelqu'un en a, peut-être au niveau professionnel ou au niveau public. Je sais que c'est un exercice toujours difficile, mais s'il y a des questions, les personnes sont ici pour vous renseigner.
Pas de questions, non. C'est pour Madame Mur. On n'a pas parlé de budget moyen d'achat, mais par exemple aujourd'hui, est-ce que vous avez, voilà, en fonction de vos statistiques, de dire quel est le budget moyen, à quel type de famille ça correspond, et s'il y a une fourchette de prix entre ce que vous avez financé haut et bas, par exemple? Alors on a fait des études et je m'attendais forcément à ce type de questions légitimes, hein, tout à fait. Ça te permet de mieux appréhender ce que je vous exprimais tout à l'heure. Et on est allé chercher des niveaux de revenus sous les plafonds. Donc, ça illustre mon propos tout à l'heure. Premier cas de figure, nos clients sont primo-accédants, peuvent prétendre au prêt à taux zéro. Et donc, l'exemple type, une famille de 3 personnes gagnant, donc les 2 personnes travaillant, gagnant 3 300 € par mois, pourra prétendre sans apport à un T3 de 210 000 €. Donc, on voit que le prêt à taux zéro, plus le prêt que le Crédit Agricole sera en mesure de faire, fera que la mensualité lissée respectera les taux d'endettement recommandés par le HCSF. Premier cas de figure, donc je vous dis, ce qui passe très facilement, donc c'est 40 000 € de revenus annuels, on va dire, sur un T3 de 210. Si la même famille veut aller sur un T4, elle le pourra. L'exigence là, ça sera d'avoir un niveau d'apport de 30 000 €. Voilà. Mais on arrive. De la même façon, une personne seule qui gagne 1 600 € par mois pourra acquérir un T2 de 112 000 €. Ça passe également avec le jeu des prêts à taux zéro. Dès qu'on enlève les prêts à taux zéro, ça implique qu'on ait un niveau d'apport supérieur, mais ça reste aussi sur des niveaux globalement, hein, sur un T2 ou un T3, il va falloir entre 20 et 30 000 € d'apport sur des niveaux de revenus entre 1 600 pour une personne seule, 3 200 pour un couple, etc. Donc on voit que le prix des BRS associé aux dispositifs facilitateurs permettent un financement en respectant les critères de façon aisée. Merci. Je vais me permettre de compléter concernant les apports, justement. On a donc aujourd'hui à notre actif 3 commissions d'agrément qui se sont tenues, avec des profils du coup qu'on sait aussi donc, pouvoir observer et accompagner. Donc on a la métropole qui a mis en place une aide à la solvabilisation de 5 000 € par ménage, qui nous permet aujourd'hui de conforter les études de financement du Crédit Agricole ou des autres banques. Donc c'est quelque chose qui est d'application immédiate et qui nous permet réellement de sauver certains dossiers. Voilà. Merci pour le côté financement, du coup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à prendre dans la salle? Oui. Donc là, pour l'instant, on s'est préoccupé du sort du premier acquéreur. Mais forcément, tous ceux qui vont passer dans le cadre d'un BRS vont se poser la question. Je veux, par exemple, revendre dans 10 ans. Est-ce que le prix, comme dans le cas de l'accession aidée, où il est déjà indiqué pour les 7 ou 8 premières années, est-ce que le prix est déjà connu à l'avance, au moment de ma revente? C'est peut-être au notaire que je vais poser la question. Je précise quand même que c'est mon associé qui pose la question. Certes, mais associé absolument béotier à la question. Et en réalité, cette question, tous les acquéreurs, j'imagine, vont nécessairement se la poser. Et elle est importante. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, je vais te répondre. Merci. Et je te remercie parce que je voulais apporter une précision aussi sur les notions de transmission. Donc, je vais en profiter. On le sait, le BRS, le principe, c'est qu'on le veut comme l'instrument anti-spéculatif par nature. Donc, on ne tombera pas dans les écueils qu'on a pu rencontrer de revente à l'issue d'un délai qui permettrait à des ménages de réaliser une plus-value assez conséquente. Donc là, ce ne sera pas possible pour le BRS. En revanche, évidemment, il est possible de revendre en tenant compte de certains travaux qui auraient été réalisés. Alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans des détails, parce que les travaux doivent être soumis à validation. Alors en tout cas, informer l'OFS
pourrait s'y opposer si les travaux sont de nature à déprécier la valeur du bien, changer la typologie, etc. Mais en tout cas, évidemment, il y a les possibilités de revendre avec un droit de préemption offert à l'OFS. Et s'agissant de la valeur, pour répondre à la question, il n'y aura pas de plus-value, comme je l'ai dit, puisque c'est l'instrument antispéculatif. Mais en tout cas, il y aura un indice de révision. Et donc le prix qui sera nécessairement plus élevé que celui de l'achat, mais une revalorisation uniquement en raison de cet indice. Pardon ? Qui est l'IRL, tout à fait. Et qui est le même que celui pour la redevance, puisqu'on n'applique pas dans un même dispositif et dans un même acte 2 indices différents. Donc on sera sur le même indice, que ce soit pour la revalorisation de la redevance, que ce soit pour le prix de cession. J'apporte 2 précisions. En cas de décès, il y a effectivement, donc, je suis désolée, mais bon, ça arrive. Le bien va se retrouver aussi dans la succession. Quid du sort du BRS au regard des héritiers? Si les héritiers répondent aux conditions d'éligibilité, de ressources notamment, eh bien, le bail pourra poursuivre à leur profit. Le conjoint survivant, lui, alors il y a un petit flou là à ce niveau-là, mais pour le moment, le bail peut continuer au profit du conjoint survivant, alors même que le conjoint survivant, lui, ne respecterait pas les conditions. Alors peut-être que ça va être corrigé à un moment donné, mais pour le moment, ça reste le cas. En revanche, pour les héritiers, les enfants, eux doivent répondre aux conditions de ressources. Et dernière précision, il y a aussi une garantie de rachat offerte par l'OFS. Donc si le ménage est confronté soit à un accident de la vie, soit tout simplement le ménage a souhaité revendre et ne trouve pas un acquéreur qui réponde aux conditions de ressources, et bien l'OFS est tenu d'assurer la garantie de rachat. Voilà les précisions que je tenais à vous apporter. Si les enfants ne répondent pas aux conditions de ressources, soit c'est une vente et on trouve un acquéreur qui va répondre aux conditions, et in fine, on retrouvera l'OFS si jamais on a... Voilà. C'est pas la vocation première, mais au bout du compte, si vraiment et les héritiers n'ont pas répondu aux conditions, enfin ne peuvent pas, sortent du champ d'éligibilité, si, ça fait beaucoup de si quand même, hein, on n'a pas trouvé un acquéreur qui est intéressé ou qui répondrait aux conditions, in fine, ce serait l'OFS. Merci, on a une autre question ici. Bonjour, juste une question complémentaire. En cas de revente et en termes de frais d'acte, l'acquéreur suivant s'expose à des frais d'acte ordinaires? On se concerte. Ouais. Une petite question piège peut-être. Sauf erreur, oui, on serait entre guillemets en Juste taux plein. Fanny, voilà. Oui, sauf erreur, excusez-moi, mais on serait en taux plein, oui. D'ailleurs, il faut mieux annoncer dans ce sens, parce qu'auquel cas, ça fait une bonne surprise, plutôt que vous dire que... Non, mais a priori, ce serait le cas. Effectivement, autant à la première acquisition, on est ce qu'on appelle en taux réduit, ce qui ne serait pas le cas à l'avenir, encore une fois, sauf erreur. Merci. Oui, notre question, attendez. Ouais, si l'acquéreur n'entretient pas son bien, parce que ça arrive, même que ce soit lui, il n'y a pas d'entretien du bien, donc il sait que derrière, il a la garantie du rachat. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est une question qu'on a longuement débattue, effectivement, quand on a rédigé le BRS opérateur qui devait se transformer en BRS ménage. C'est une question qu'on a longuement débattue aussi au sein d'ACM. Je vois Agnès là-bas, puisque nous avons aussi un OFS intégré avec ACM. Et donc, nous avons prévu un dispositif, effectivement, de décote du bien en cas de dépréciation, si nécessaire. Tout le dispositif est prévu et clairement explicité par les merveilleux notaires lors de l'acquisition du bien. Moi, j'ai quand même une question pour la banquière, je ne peux pas résister. Non, elle est simple. Est-ce que vous prenez en compte le montant de la redevance dans le taux d'endettement? Elle est simple.
Alors, dans le taux qui nous contraint réellement à HCSF, on ne le retient pas. Pour autant, il peut dégrader d'autres éléments qui rentrent dans l'analyse traditionnelle du risque et impacter de temps en temps. Mais ce n'est pas un élément qui va pénaliser tous les dossiers, non. C'est vraiment au cas par cas, et on voit qu'à 1,30 € par mètre carré, on est sur des mensualités faibles. Merci. D'autres questions? Non. On a fait le tour, on vous a posé de petites colles, mais je pense que vous avez bien répondu. Donc Pas du bon. tout, pas du Bon, tout. parfait. Bon. Oui, attendez, une question. Oui, bonjour. Pour suivre, en cas de revente, qui commercialise? Est-ce qu'une agence immobilière peut prendre en compte un mandat ou bien c'est les organismes appropriés, OFS également, ou je ne sais pas? Alors, sachant de la première étape, en revanche, celle que nous évoquions plus largement, oui, j'en reviens juste à la première étape, on viendra à la revente. En tout cas, sur cette première étape, c'est à l'opérateur, et d'ailleurs, ce sont des clauses qui figurent dans le BRS opérateur, c'est à l'opérateur de se charger de la commercialisation. Et pour cela, d'ailleurs, il dispose d'un délai maximal de 18 mois. En revanche, par la suite, et d'ailleurs à cette étape-là aussi se pose la question d'une agence immobilière, parce que si l'opérateur ne se chargeait pas de la commercialisation en interne et qu'il avait recours à une agence immobilière, par exemple, enfin nous sur les premiers contrats de réservation, là, ça a pu nous arriver de découvrir qu'éventuellement il y avait un intermédiaire qui intervenait, donc là c'est une difficulté. En tout cas, à notre niveau, c'est vraiment une mission que porte l'opérateur et la question d'une éventuelle agence n'intervient pas dans le bail. Par la suite, en revanche, effectivement, on peut tout à fait avoir recours de manière assez classique à une agence immobilière, le cas échéant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, je pense qu'on peut conclure. On vous remercie tous. Merci d'être venus ce matin pour expliquer ce que c'est que le BRS. Ça a l'air moins compliqué. Et on en parlera encore, je pense, pendant un petit moment. En mars prochain aussi, au prochain salon, je pense que ça serait bien de remettre une petite piqûre de rappel avec de nouveaux projets qui seront en BRS. Écoutez, je vous remercie à tous et merci d'avoir écouté la conférence organisée par la FPI qui est partenaire également du salon.